Bonjour, je suis Timothée de Saint-Denis, je suis neurochirurgien pédiatre et donc on va vous présenter un projet qui est déjà avancé mais qui est au long cours de classification de toutes les malformations dont on vient de parler. Et donc c'est un travail qu'on fait un peu en duo mais surtout en équipe pluridisciplinaire. Et donc l'intitulé, c'est vraiment la nouvelle classification qui a été demandée par Orphanet pour les dysgraphismes. Le point de départ, en fait, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans toutes les présentations ce matin, c'est quel est mon spina. Et on a vu qu'on parlait toujours de spina bifida, mais en fait, il y avait des myéloméningocèles, il y avait des lipomes du phylum, il y avait des spina occulta, en fait, et il y a plein de termes, et finalement, on ne sait pas dans quoi se retrouver. C'est important pour l'information et dans le parcours de soins. Et donc, ça a motivé de rechercher où est-ce qu'on peut trouver quel est son spina. Alors, il y a des classifications qui sont des listes quasi exhaustives, mais jamais complètement. Il y en a d'autres qui appuient sur des choses importantes, comme la différence entre ouvert et fermé. Ça, on est tous à peu près d'accord dessus. Et puis il y en a d'autres qui reviennent à l'embryologie en se disant tiens, bah, c'est à chaque phase d'embryologie a son dysgraphisme. Cette classification à laquelle on adhérait encore beaucoup jusqu'à il y a quelques années, en fait on a réussi à l'exploser avec quelques cas qui étaient dans aucune case ou entre deux cases. Donc finalement en fait ça marche pas. Alors, il y en a qui sont plus spécifiques, comme une classification d'une équipe japonaise sur les lipomes du cône en plus particulier. Ça fonctionne pour des petits groupes de spina. Dans ces cas-là, il y en a encore une autre, alors qui a des groupes à peu près similaires mais différents et sur des hypothèses embryologiques. Et puis, il y en a d'autres encore, là c'est sur sinus dermique, LDM, et en fait qui montrent une continuité. Donc encore une fois, les cases se rejoignent, se confondent, sont en dégradé. Et nous, on a fini par casser complètement tout en disant qu'il n'y avait pas de vraie différence et de limite nette entre ouvert et fermé, parce qu'il y a des ouverts fermés, plus ou moins ouverts, plus ou moins fermés. Finalement, on a souhaité repartir de quelque chose de simple, si on a aussi une formation de biologiste quand on fait de la médecine, et la classification des espèces, mais la classification, avant tout, c'est partir d'observations simples. Et donc, on a gardé cet esprit pour répondre à ce projet. Ce projet, c'est le groupe de travail Spina Bifida, qui est devenu Spina Bifida et Other Dysgraphism. Ça ressemble un petit peu à l'appellation ASBH pour les handicaps associés. Et donc, dans le réseau européen ITACA, et il a été chargé de réviser cette classification pour en améliorer la représentation dans les troubles et de fournir une ressource adaptée au codage des patients. Donc la question du codage, alors, vous êtes probablement familier des codes Orphanet, mais la vraie question c'est pourquoi on fait un codage, pourquoi on fait une classification. C'est pas uniquement pour faire du monitorage d'activité, pour pouvoir faire des études épidémiologiques, c'est aussi pour pouvoir caractériser précisément le type de dysgraphisme des patients, pour pouvoir donner un discours adapté en termes de pronostic, proposer des traitements adaptés, un suivi adapté. On a parlé plusieurs fois de comparer des cas, même d'un point de vue international, de pouvoir comparer des évolutions. Si on n'appelle pas un chat, si on ne se met pas d'accord sur les bons termes pour décrire les bonnes choses, eh ben, on a des études incomplètes, imprécises, et on peut pas avancer. Et donc c'est pour ça qu'on utilise des classifications et des codes. Donc on est parti dans ce travail de la classification d'Orphanet, que vous connaissez tous, pour se rendre compte, après l'avoir parcouru et analysé, d'un certain nombre de limites. En particulier, à l'intérieur de la classification d'Orphanet, il y a un mélange à la fois de pathologies, par exemple la myéloméningocèle, et puis de signes. Il y a la malformation de Chiari-2 qui est aussi un diagnostic dans Orphanet, alors que la malformation de Chiari-2 n'est qu'un signe associé au dysgraphisme ouvert. On ne peut pas avoir une malformation de Chiari-2 toute seule. Donc là, on a tout d'un coup quelque chose qui se promène dans la classification et qui n'est pas vraiment une maladie. Il y a des patients qui disent j'ai une myéloméningocèle et en plus j'ai un Chiari-2. Non, c'est la même chose. Donc on a une confusion de ce qui est représenté à l'intérieur de cette classification. Elle n'est pas adaptée en fait à la réalité clinique. Donc on a proposé
de revisiter la classification en réorganisant les maladies liées au dysgraphisme, en partant de descriptions cliniques, en prenant des cas, quels sont les signes que l'on observe. Ensuite, de les regrouper et de proposer des catégories de groupes de signes, et c'est ça qu'on va appeler une maladie, c'est un groupe de signes qui va définir une maladie. Et puis ensuite, de pouvoir suivre et de voir le pronostic, les traitements qui sont faits pour ces malades, et on a la possibilité, avec ce type d'approche, de pouvoir revenir sur les choix qu'on a faits. Est-ce que les signes qu'on a définis, qu'on a décidé d'utiliser pour définir les maladies, est-ce que ce sont les bons? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il faut en ajouter? Et de revisiter éventuellement les maladies qui vont avec. Et donc, le principe de notre travail, ça a été, vous avez compris, de tout déconstruire. Et donc, on est parti du principe que, en décrivant des signes cutanés, des signes osseux et des signes médulaires, avec uniquement une combinaison de ces trois signes, on est capable de décrire tout dysgraphisme humain. Et on a développé un modèle qu'on va vous présenter et vous montrer à quel point il fonctionne bien, qui permet du coup de déduire logiquement, quand on a un ensemble de signes, donc ce qu'on appelle des findings ou des phénotypes, si vous voulez, des observations, on est capable de déduire logiquement la maladie à qui il correspond. Donc, sur la base de l'expérience du groupe avec Timothée, on a identifié initialement 13 phénotypes cutanés, 4 phénotypes osseux et 26 phénotypes qui correspondent aux anomalies de la moelle épinière. Alors, comme j'ai compris qu'on était plutôt serré point de vue temps, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça c'était pour vous montrer, voilà, on a ces signes et puis on les a organisés, on les a hiérarchisés, on a fait un premier travail d'organisation et on a testé, on a mis à l'épreuve cette classification sur des cas réels pour vérifier qu'il permettait de décrire correctement des patients atteints de dysgraphisme. Donc ici, on a une pathologie qu'on connaît bien, la myéloméningocèle. Donc on l'a définie au niveau de la peau, il n'y a pas de couverture cutanée, donc comme sur la photo. Au niveau osseux, on a un spina bifida. Donc le spina bifida est remis en tant que signe osseux et pas comme maladie. Et si on regarde la moelle, en fait, on a une placode neurale avec une moelle ouverte, et donc ça correspond aussi à un cône ouvert. En gras, vous avez les éléments essentiels qui sont nécessaires pour atteindre ce diagnostic. Et vous avez en signe associé le Chiari-2. Ici, vous avez l'arbre qui permet en fait à partir d'un diagnostic, d'aller vers les signes que vous devez trouver, ou alors d'aller dans l'autre sens, à partir des signes que vous trouvez, d'aller vers le diagnostic. On parle donc de combinaison logique. Ici, vous avez le fonctionnement du logiciel protégé, où vous allez taper chaque finding, chaque phénotype, et vous allez ensuite lui demander de faire le travail, et ça va vous donner le résultat qui sera donné dans l'arbre décisionnel. Ici, vous avez une autre entité qui n'existe pas sur Orphanet et qui est pourtant un des dysgraphismes les plus fréquents, parce que dans les publications sur les découvertes fortuites, on est quasiment à 5% de la population qui a une IRM, qui a un lipome du phylum, qu'on appelle parfois à tort moelle attachée, parce que ça ne dit pas exactement ce que c'est. Ici, en fait, il y a une couverture cutanée qui peut être normale, mais en tout cas qui est couverte. La moelle est normale, le cône surtout est normal, et puis le phylum en dessous, en fait, est graisseux. La moelle peut être basse, mais pas nécessairement, et on peut avoir des signes associés. Et donc, on voit qu'on peut le coder en fait par moelle normale et lipome du phylum. Pour particularité, ce lipome du phylum, il est à la fois un disorder, c'est-à-dire une maladie, une malformation isolée, mais il peut être à la fois un élément malformatif dans un cadre malformatif plus large. Il y aura deux manières d'utiliser son code. Le sinus dermique, c'est quelque chose qui est moins fréquent, mais qui est d'une grande dangerosité fonctionnelle, puisque c'est quelque chose qui expose à un risque infectieux, et c'est ça la cause du dépistage. Pourquoi les sages-femmes, les pédiatres à la naissance regardent toujours les fesses des bébés? C'est pour rechercher un sinus dermique. Un sinus dermique, c'est un petit tube de peau qui peut mener à la dure mère et faire une infection, et ça n'existe pas dans Orphanet.
le critère, c'est un petit pertuis cutané, donc on a cutanéospite, et puis une tige d'épiderme, épidermal stalk, qui mène au fond, et il y a une moelle normale au-dessus. Il peut y avoir un kyste dermoïde associé. Kyste dermoïde existe dans Orphanet. Et donc, il nous manquait ça, et donc on va avoir la tâche de le mettre dans les diagnostics. Du coup, on a pu montrer et créer des définitions logiques que vous avez compris comme ça à construire avec des briques, c'est-à-dire des signes cutanés, osseux et médulaires. On a pu montrer qu'on arrivait à représenter 12 entités pathologiques qui ne sont pas pour la plupart représentées par Orphanet et qui correspondent aux anomalies de fermeture du tube neural qui sont les plus fréquentes et qu'on a pu observer sur des séries de cas avec Timothée. Vous avez vu qu'on avait la possibilité tout d'un coup d'automatiser un certain nombre de choses. Alors ça, c'est formidable parce que ça permet, quand on a décrit correctement nos cas, d'avoir un codage automatique. Donc ça, je dirais, ça permet de soulager les cliniciens qui n'ont plus à aller chercher un code pour coder s'ils ont bien décrit leur cas, mais ça veut dire que ça déporte un petit peu le problème, il faut bien décrire ces cas. L'avantage, c'est qu'on peut développer des outils et des applications. On vous a montré qu'on avait une interface, on pouvait le faire. On peut tout à fait développer une application qui permet en fonction des signes, de donner une hypothèse diagnostique et même de proposer un certain nombre de références ou de documentation en lien avec cette maladie. Et donc, ce premier travail qu'on vous a montré, on l'a discuté au sein du groupe de travail SBOD, donc le groupe de travail sur les dysgraphismes des ERN Ithaca et Eurogène. Donc, on a fait une première réunion à Rennes cette année, où on a pu, avec une quarantaine de personnes qui prennent en charge des patients atteints de dysgraphisme, valider cette approche. Alors on a montré au groupe notre choix, les différents findings, et puis on a demandé si cette façon de penser et de reclasser les choses leur convenait. On a eu des réponses extrêmement positives avec plus de 90% d'adhésion à ce type d'approche. Il y a des personnes qui ont répondu, alors je dis 90 parce qu'il y a des personnes qui se sont déclarées non compétents pour pouvoir répondre à la question, mais surtout les professionnels, on avait 100% d'adhérence à cette approche. Et donc là, on développe une nomenclature pour pouvoir décrire tous ces signes. Alors vous voyez, initialement, on avait une proposition avec un certain nombre de signes cutanés, donc 13 signes cutanés, 4 signes osseux et 26 signes au niveau de la moelle. Après le premier round, avec le premier groupe au sein du workshop de l'ERN, on a identifié 33 propositions de révision et de mise à jour des termes cutanés, 43 pour les signes osseux, 54 pour les signes médulaires, et on a eu aussi des propositions de 70 éléments supplémentaires à ajouter qui sont des signes extra-osseux qui peuvent être associés au dysgraphisme. Aujourd'hui, on a une première version d'une classification avec 17 signes cutanés organisés sur 13 niveaux, 8 signes osseux, 31 signes médulaires, et on est en train de faire encore le tri avec tous les signes potentiellement associés parce que ces signes associés, ils sont déjà parfois présents ailleurs dans Orphanet. Je vous ai mis une petite capture d'écran ici comme constitue un premier atlas pour se mettre d'accord à notre réunion du prochain workshop de ce groupe de travail qui a lieu la semaine prochaine pour, je disais, appeler un chat, c'est se mettre d'accord sur telle photo, on a tel signe et ce signe il est défini par tel mot et on a tel nom pour ce signe, donc on appelle ça un cutaneous bump ou un pit ou vous voyez, on commence par l'anglais mais on va le décliner dans toutes les langues d'Orphanet bien sûr. Et on a là aujourd'hui plus de 400 termes, définitions et liens avec des publications pour décrire ces entités. Donc le calendrier de ce travail, c'est un travail qu'on a commencé après, je dirais, un feu vert du board d'Ithaca en décembre 2020. En 2022, cette année, on a pu faire la première validation et une première phase d'enrichissement de cette nouvelle nomenclature. La semaine prochaine, à Rome, on va valider tout ce qui est sorti du workshop de Rennes, tous les termes dont je vous ai parlé, et se mettre d'accord sur
tous les signes qui permettent de décrire les anomalies cutanées, osseuses et médulaires et les diagnostics qui en découlent. Donc là, on a déjà 12 diagnostics pour lesquels on va faire des demandes de mise à jour de code d'Orphanet. Et vous avez compris ce que vous a dit Timothée, c'est qu'on peut avoir un signe qui, quand il est isolé, tout d'un coup devient une maladie. Et donc on a aussi un petit contingent de signes qui vont aboutir à des entités pathologiques supplémentaires. On a déjà échangé avec bien sûr l'équipe d'Orphanet sur ce travail et on a convenu d'un calendrier avec début janvier une restitution complète et consolidée de ce que l'on fera sur le prochain workshop pour une mise à jour progressive et la délivrance de codes par Orphanet pour les nouvelles entités pathologiques. Donc on va avoir des orphacodes qui vont arriver au fil de l'eau, je pense, à partir d'avril. Et donc ça pourra être distribué au centre de référence maladies rares pour pouvoir coder leur cas s'ils veulent commencer à le faire. Et ça sera officiellement dans la prochaine release, la prochaine diffusion de la nouvelle version d'Orphanet qui sera consolidée en juillet prochain. On aura donc les nouveaux codes qui vont permettre de décrire les gammes diagnostiques qui correspondent à une description plus précise et une meilleure caractérisation des cas. Et courant 2023, on a également pour projet de faire une validation clinique, c'est-à-dire que cette classification sera mise à l'épreuve sur des séries de cas de patients porteurs de dysgraphisme et qui nous permettra d'avoir une validation à la fois de la couverture, de savoir si on représente bien tout et si, quand on les représente bien, on arrive au bon diagnostic, c'est-à-dire si le système est robuste. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je pense qu'on a tenu à peu près le temps. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Est-ce qu'il y a une question ? Merci beaucoup à tous les deux, c'est un énorme boulot. C'est un boulot qui a été très fortement soutenu par les ERN et notamment avec un très fort soutien d'Alain Verloès, avec des moyens financiers pour le faire. Vous avez parlé de la validation finale qu'on va faire à Rome au travers d'une nouvelle réunion de ce workshop que j'ai la chance de co-présider aux côtés d'un collègue urologue italien. Je crois que maintenant, il faut qu'il y ait une extension qui soit faite à tous les utilisateurs médicaux, c'est-à-dire les gens qui prennent en charge ces patients tout au long de la vie de manière holistique. Et je crois aussi, c'est très important, qu'il faut que cette classification, les patients eux-mêmes se l'approprient. Parce que l'importance est capitale, vous l'avez compris. Hein. Si on ne parle pas d'une malformation en la décrivant de manière précise, on va comparer des devenirs de patients qui ont une malformation complètement différente. Et donc, quand on va vouloir évaluer des prises en charge, on risque d'avoir des résultats qui sont erronés. Et ce point est très important. Et puis, il a beaucoup séduit nos collègues européens au point qu'il va nous être demandé de décliner cette approche pour un autre champ de malformatifs que nous couvrons au sein de MAVEM et pour la nouvelle labellisation, c'est notre souhait également, c'est tout le champ des malformations vertébrales. Et par exemple, ça a été assez surprenant de découvrir qu'une maladie très fréquente, malformative, qui est la scoliose juvénile précoce et sévère à expression précoce, pour l'instant est couverte par des classifications américaines type HPO, qui sont assez raffinées, que Ferdinand connaît très bien, mais qui ne le sont pas dans le champ d'Orphanet. Or, c'est capital aussi à la fois pour les patients eux-mêmes, leur prise en charge et la structuration des centres experts. C'est très important. Bien. De Jean-Marie. Pour l'appropriation de la classification pour les patients, je pense que c'est en effet quelque chose d'essentiel, ne serait-ce que pour pouvoir décrire vous-même vos signes. Et on a un master d'informatique médicale qui va travailler cette année pour un premier prototype de ce type d'outil. Donc je pense que ça sera quelque chose qui rendra service à la fois aux cliniciens pour coder leur cas et aux patients pour s'approprier ces nouvelles terminologies. OK. Donc, on peut dire qu'au niveau européen, dans les centres de SPINA, ils vont pouvoir travailler sur les mêmes problèmes en ayant bien différencié les différents cas d'anomalie de fermeture subneurale. C'est l'objectif. C'est ça qu'il faudrait obtenir. Et c'est l'objectif d'avoir cette définition de l'âge fœtal à l'âge adulte et d'avoir des correspondances une corrélation entre ce qu'on décrit avant la naissance et après, puisqu'on ne voit pas la peau, par exemple. Donc on a toute une manière de raisonner avant la naissance qui n'est pas celle qu'on a après la naissance, parce qu'après la naissance, ça coule ou ça coule pas, mais avant la naissance, on ne le voit pas. Ça veut donc dire qu'on va avoir des parcours de soins qui risquent d'être différents une fois que vous aurez différencié. Un peu plus. L'idée,
c'est qu'au fur et à mesure du parcours de soins, parfois, le diagnostic se précise un peu. Mais l'idée, c'est de ne pas retourner en arrière. D'accord. Et de pas voilà, d'avoir... Peut-être qu'avant la naissance, on ne peut pas dire exactement ce qu'il y a, Non, mais on peut s'en approcher.